Voilà, mesdames, messieurs, chers amis, bienvenue à vous toutes et à vous tous qui êtes présents physiquement dans ce salon Foch du Cercle Interallié. Bienvenue aussi à vous tous qui participez à cette conférence Procléro en webconférence. Je suis très heureux de vous accueillir au nom de la SICAV Procléro et de Mandarine Gestion, qui, je vous le rappelle, a absorbé Mescart AM au début 2024. La marque Mescart demeure cependant pour la clientèle patrimoniale. Bon, tout cela appartenant au groupe LFPI maintenant. J'espère que vous avez tous passé un excellent temps estival, reposant, ressourçant, revigorant. Vous avez repris vos activités professionnelles dans les meilleures dispositions et surtout avec le désir ferme de servir toujours plus le bien commun là où vous êtes et du mieux que vous pouvez. Avant d'introduire notre conférencière de ce jour, je voudrais vous partager quelques nouvelles rapides au sujet de la SICAV Procléro. Vous savez qu'elle est une SICAV de partage au profit de la formation des séminaristes de la communauté Saint-Martin. Ces derniers sont plus de 110 en formation, sans compter les 18 propédeutiques qui viennent de faire leur entrée à Évron il y a une semaine. Donc, Procléro prend en charge financièrement la formation de 22 séminaristes par an. Donc c'est très précieux pour la communauté Saint-Martin. Donc évidemment, plus Procléro augmente en encours, il est actuellement à 70 millions d'euros, plus il peut financer la formation de séminaristes. Je vous rappelle aussi que Procléro est investi 20% en actions, 70% en obligations d'entreprise et 10% dans des projets d'économie sociale et solidaire. C'est magnifique et enthousiasmant de pouvoir financer des projets solidaires de qualité dans les domaines du social, de la santé, de l'éducation, de l'insertion et de l'accompagnement des personnes fragiles, vulnérables, et de voir l'impact positif que ces investissements peuvent avoir sur un grand nombre de personnes. C'est vraiment très enthousiasmant. Et je vous précise que Procléro a le label ISR, qu'il est aussi SFDR article 9, qui a 4 parts dans la SICAV, une part C de capitalisation, je dirais pour le grand public, une part D de distribution, une part I réservée aux institutionnels et une part A réservée au CGP. Procléro est ouvert à tous, et il y en a pour, vous voyez, tous les profils. Donc n'hésitez pas à vous intéresser à Procléro, à le faire connaître autour de vous. Sa performance, ça peut être utile quand même, depuis le 1er janvier 2024 est de 2,09%. Et je voudrais souligner en particulier les efforts qui sont faits sur la gestion éthique de Procléro. La doctrine sociale de l'Église est de plus en plus une source d'inspiration et de structuration de la gestion éthique de Procléro. Ces efforts sont pilotés par Sylvain Charton, que vous avez entendu lors de la conférence qui est là ce matin, et qui a donné lui-même la conférence du mois de Procléro de mars dernier, qui est docteur en philosophie, professeur à l'Université catholique de l'Ouest à Angers, expert en doctrine sociale de l'Église et responsable éthique DSE chez Mandarine Gestion. Donc je vous invite à vous intéresser à Procléro. C'est une SICAV qui est atypique certainement sur le marché, mais qui porte des valeurs fortes en termes d'éthique et de solidarité, dont je pense le monde de la finance a plus que jamais besoin aujourd'hui. Voilà, j'accueille maintenant notre conférencière du jour, sœur Cécile Renoir, religieuse de la congrégation des Sœurs de l'Assomption, présidente fondatrice du campus de la transition, professeure de philosophie aux facultés Loyola à Paris, enseignante à l'école des mines de Paris et à l'ESSEC, elle enseigne beaucoup, directrice du programme de recherche CODEV Entreprise et Développement. L'objectif de ce programme de recherche est d'étudier dans quelle mesure et selon quels critères les entreprises peuvent contribuer au développement durable des zones où elles mènent des opérations, en particulier des zones de grande pauvreté ou de fragilité sociale.
Sœur Cécile est considérée très largement, non seulement comme une experte, mais aussi comme une personne engagée. On peut vraiment dire qu'elle est dans l'engagement durable, mais aussi comme une personne inspirante. Elle a concentré son engagement sur la question de la mise en œuvre de la transition écologique. Elle a structuré cet engagement en fondant le campus de la transition. Elle a évidemment particulièrement travaillé la question tellement importante de la transition juste, qui est une question importante non seulement en doctrine sociale de l'Église, mais dans la réalité de la vie du monde d'aujourd'hui. Nous avions d'ailleurs ouvert ce thème de la transition juste lors de la table ronde du soir de la 3e journée de la finance intégrale le 4 juin dernier à Paris. Sœur Cécile n'avait malheureusement pas pu participer personnellement à cet événement. C'était une de ses très proches collaboratrices, ceux qui étaient, vous en souvenez, Mireille Martini, qui avait pu y participer. Donc, Sœur Cécile, merci d'être là. Je suis très heureux que vous soyez avec nous ce matin pour approfondir spécifiquement les enjeux éthiques de la transition juste. C'est le titre de votre conférence. Quels enjeux éthiques pour la finance de la transition juste? Sœur Cécile, à vous la parole. Nous vous écoutons avec grande attention. Merci beaucoup, Père, pour ces mots. Et bonjour à toutes et tous dans la salle et puis à distance. Alors, je dois dire que je suis très honorée et impressionnée d'être devant ce parterre de personnes beaucoup plus compétentes que moi sur les sujets de technique financière. Alors, voilà, je pense que mon propos va être peut-être un petit peu décalé. C'est vrai qu'il est nourri par les expériences que j'ai eues de liens avec des entreprises de différentes tailles depuis plus de 20 ans maintenant, et avec pas mal d'enquêtes de terrain menées auprès de filiales de grands groupes, comme au départ Total, Lafarge, Unilever et Michelin au Kenya et au Nigeria, pour ma thèse de doctorat. Et puis, depuis lors, d'abord dans le cadre du programme de recherche CODEV, Entreprise et Développement, nous avons continué à essayer de réfléchir à différentes échelles en reliant la question de ce que font des entreprises dans des territoires variés, marqués à chaque fois par des contextes différents, avec une interrogation plus transversale et plus générale sur les questions de réforme de nos modèles économiques et financiers. Et puis, la création du campus de la transition s'est inscrit vraiment dans le prolongement de ces recherches, partagées à la fois avec des enseignants-chercheurs, mais aussi des praticiens. Et j'ai eu la grande chance de pouvoir approfondir des questions en discutant beaucoup avec des amis, ou des personnes qui sont devenues des amis, qui travaillent dans le monde de la finance, dans le monde des grandes entreprises. Voilà, et c'est pour dire un peu d'où vient mon propos. Et puis, la création du campus s'inscrit dans le prolongement pour essayer d'aider finalement des étudiants, notamment d'écoles de commerce, d'écoles d'ingénieurs, de grandes écoles, mais aussi d'universités, et puis des enseignants-chercheurs, à se poser de bonnes questions et essayer d'apprécier les marges de manœuvre que nous pouvons avoir les uns et les autres en fonction de nos compétences, de nos activités professionnelles, de nos engagements, sachant bien que personne n'a la solution tout seul. Voilà. Et donc, je voudrais dire en préambule que je vais dire des choses dont j'espère qu'elles ne vont pas apparaître comme donneuses de leçons. En tout cas, je suis éminemment consciente de la difficulté qu'il y a à relier les convictions et l'agir concret. Voilà. Mais en revanche, je pense que c'est un peu le rôle de la philosophie, c'est de nous aider à nous poser des bonnes questions. Et voilà, l'expérience du campus fait que je me mets moi-même aussi dans la question, notamment dans ce lieu dans lequel que certains d'entre vous connaissent, dans la salle, qui est ce beau château de Forges en Seine-et-Marne, près de Montereau, qui est à la fois un lieu magnifique et aussi l'objet d'une expérience très concrète et de la difficulté qu'il y a à essayer de vivre concrètement à la hauteur des enjeux de cette grande transition, de ce que le pape appelle l'écologie intégrale. Voilà, alors j'avais envie de commencer avec une anecdote d'un entretien que j'ai pu avoir il y a 20 ans au sujet de la thématique quand même assez technique des prix de transfert, les prix des biens et services qui sont échangés à l'intérieur des films transnationales.
Et bon, c'était une question qui était apparue dans le cadre de mes enquêtes de terrain auprès de filiales de grands groupes dans différents pays. Et j'avais la chance d'avoir un grand ami diplômé d'école de commerce que j'interrogeais sur ces sujets de comptabilité et de fiscalité. Et alors, il m'avait lui-même mis en lien, en fait, avec une personne que nous connaissions tous les deux, qui était un ami qui travaillait dans un cabinet d'avocats d'affaires, que j'avais pu rencontrer et qui m'avait fait rencontrer son chef. Et le chef en question avait, à un moment donné, dans la conversation, m'avait dit, vous savez, quand on a 60% du chiffre d'affaires du cabinet qui dépend du conseil en optimisation fiscale, c'est assez difficile de critiquer le système. Et j'avais trouvé que c'était des paroles courageuses parce que il était voilà sincère sur un certain nombre de contraintes liées au fait que quand on est ensuite patron d'un cabinet qui fait du conseil en optimisation fiscale, évidemment on peut pas changer les choses du jour au lendemain, même si on peut être assez convaincu qu'il y a une partie des manières de faire qui ne sont pas forcément justes au sens dont on va parler de la transition juste. Je trouvais que c'était très intéressant qu'il ait le courage d'avoir ce diagnostic pour aussi montrer comment justement les transformations se feront si des personnes engagées de façon technique et à différents niveaux dans ces institutions sont capables de dire voilà, les règles du jeu fonctionnent d'une certaine manière et pour pouvoir les changer, voilà, il y a des bonnes questions à se poser au sujet des alliances, on pourrait dire multi-acteurs, multi-échelles qui doivent voir le jour pour pouvoir transformer des choses. Et puis, ça m'amène à l'aiguillon, à ce que peut être un aiguillon éthique, c'est précisément de nous aider les uns et les autres à faire parfois un pas de côté par rapport à nos engagements et à nous dire, au fond, ce que je vis concrètement au quotidien, est-ce que c'est je pense pour nous tous, et je me mets vraiment dans la question, il y a toujours un écart entre ce qu'on peut reconnaître comme des critères de fonctionnement plus justes, on parlait du service du bien commun, et puis la manière dont les choses fonctionnent, et en prenant conscience que nous avons des marges de manœuvre à une échelle, enfin de façon interne, mais il y a aussi une réflexion à mener avec d'autres sur la transformation des règles du jeu. Donc voilà, donc ce que je vais proposer comme réflexion, c'est vraiment un essai pour souligner quelques enjeux qui m'apparaissent absolument clés, mais surtout vous renvoyer à votre propre discernement de l'intérieur des sociétés dans lesquelles vous travaillez pour vous dire, voilà, qu'est-ce que j'estime être des marges de manœuvre à court terme, et puis d'autres qui demandent des coalitions d'acteurs pour essayer de transformer certains critères d'évaluation ou autres, certaines métriques. Voilà. Et je pense que c'est vraiment vous renvoyer la balle, si on peut dire. C'est-à-dire que j'ai pas, évidemment, pas du tout les solutions, et c'est juste proposer certaines réflexions. Alors, je vais partir de ce concept de transition juste, pour essayer de définir cette transition juste, et puis ensuite essayer de voir comment la finance peut être, d'une certaine manière, un obstacle à la transition juste, mais aussi un levier pour cette transition. Et puis, justement, inviter un échange sur des critères de discernement qui sont à la fois discernement éthique et politique. Alors, premier point, qu'est-ce que la transition juste ? Alors, je me suis dit que c'était pas mal de reprendre la façon dont les pouvoirs publics la définissent, et notamment l'ADEME, l'Agence pour la transition écologique et énergétique. Alors, je vais citer des propos récents de l'ADEME qui soulignent qu'il y a beaucoup plus à perdre qu'à gagner à l'inaction climatique en France et dans le monde. La notion de transition juste, inscrite au préambule de l'accord de Paris, ne dit pas autre chose. Il s'agit bien, en premier, de faire la transition, car c'est un objectif d'intérêt général majeur qui conditionne à terme tous les autres. La transition juste est une transition, il y a trois grands critères qui est définis. Transition qui accompagne la cessation ou la mutation des activités brunes et le développement des activités vertes. Deuxièmement, tout en tenant compte des vulnérabilités propres aux différentes composantes de nos sociétés et de nos économies. Troisièmement, qui soit élaborée le plus démocratiquement possible par l'ensemble des parties prenantes, dont les citoyens, les ONG, les syndicats, les entreprises et les collectivités aux différentes échelles territoriales.
Et peut-être qu'on pourrait rajouter aussi, souligner le rôle que peuvent avoir aussi les églises et ceux qui représentent des cultes de manière générale, et puis aussi le rôle que peuvent avoir des chercheurs et des enseignants-chercheurs à ce sujet. Alors, il me semble que cette perspective, elle permet aussi de bien faire le lien avec la pensée sociale de l'Église, et notamment avec les textes du pape François, que sont l'encyclique Laudato Si et l'exhortation Laudate Deum, plus récente, et puis le texte Mensuram Bonam, qui concerne directement les enjeux d'investissement dits socialement responsables. Et dans la perspective que nous venons d'entendre, on voit bien qu'il s'agit de passer d'un modèle bâti sur l'exploitation des énergies fossiles à un modèle sobre en carbone. Deuxièmement, ceci avec le souci des êtres et des acteurs vulnérables. Ça rejoint très bien l'invitation formulée par le pape François dans Laudato Si de relier le cri de la terre et le cri de pauvres, en soulignant que tout est lié. Et puis le souci de l'élaboration démocratique par l'ensemble des parties prenantes rejoint le souci de la subsidiarité dans la doctrine sociale de l'Église et le double souci de la justice et du bien commun de chaque personne au sein d'une communauté plus large. Alors, proposer, moi, une manière dont j'ai essayé, à la faveur d'ailleurs d'enquêtes auprès de différentes filiales de grands groupes, de synthétiser ces enjeux avec un cadre d'analyse que j'ai appelé des principes d'éco-justice qui, de mon point de vue, rejoignent bien ces trois critères de transition juste, je dirais, et du coup de les relier à des principes éthiques. Je dirais qu'il y a en premier lieu un premier critère qui est fondamental quand on s'occupe de finances, qui c'est à quelles conditions crée-t-on et partage-t-on la valeur économique et financière de manière durable et équitable. Et je trouve que c'est intéressant de se poser la question des conditions de création des richesses, parce que dans l'histoire de la philosophie, donc depuis des siècles, et du point de vue de la réflexion sur l'économie, depuis notamment 2 siècles, on a beaucoup conçu les questions de justice sociale et de justice économique comme des questions de justice distributive. Et on voit bien aujourd'hui qu'une question fondamentale, c'est en amont se demander à quelles conditions on crée des richesses pour pouvoir les partager de manière plus juste et durable. Et ça, je pense que par rapport à une perspective utilitariste, dans laquelle la question c'est de faire grossir le gâteau, et ce qui a donné lieu à la question du classement des États ou des richesses par pays de manière globale ou en moyenne par habitant. Alors, au fond, on voit bien que le danger, si je prends l'image d'un gâteau dont il faudrait faire grossir la taille pour pouvoir répartir des parts de manière à pouvoir aussi faire droit à la question de l'augmentation du nombre de personnes à travers la planète, aujourd'hui et demain, on voit bien que le risque, c'est en fait de nous empoisonner collectivement, au sens où les ingrédients qui permettent à ce gâteau de grossir sont des ingrédients qui sont aussi en train de nous empoisonner. Et ça, alors je prends tout de suite l'image du donut, puisque pour filer la métaphore du gâteau, je pense qu'un certain nombre d'entre vous sont familiers avec cette image utilisée par l'économiste Kate Raworth, qui est rattaché à Oxford maintenant, et qui avait proposé cette image, bon quand même de la malbouffe, il faut dire, trop grasse et trop sucrée, mais pour dire au fond, l'enjeu pour nos sociétés, c'est de créer et de partager la valeur économique et financière, les richesses, à l'intérieur du gâteau, de ce donut, ce qu'elle appelle le Safe Living Space for Humanity, donc cet espace sûr pour l'humanité et pour les vivants, donc en respectant un plancher social et un plafond environnemental. Et donc, ce premier critère d'éco-justice ou de transition juste, se dire, voilà, est-ce que dans les choix, et ce qui ramène au choix des financiers, est-ce que, dans quelle mesure, les critères d'investissement dits socialement responsables permettent véritablement à nos économies de passer d'économies brunes à des économies les plus vertes possibles. Et donc, en respectant ce que certains appellent les limites planétaires d'un point de vue environnemental, mais aussi, et donc ça va être aussi le deuxième critère, le souci des plus vulnérables, ce plancher social. Et donc, ça m'amène à ce deuxième critère d'éco-justice, qui est celui du soin, et notamment de tout être humain, aujourd'hui et demain, et notamment des plus vulnérables,
voilà, et qui est quand même un vrai sujet, parce qu'on a beaucoup parlé du développement durable en disant c'est du win-win, ou win-win-win, en disant on va arriver à concilier la croissance économique avec le respect des personnes et le soin des écosystèmes. Et nous voyons bien que si c'était aussi simple que ça, voilà, on n'aurait pas toutes les questions qui nous animent aujourd'hui, et qu'en fait, il y a des perdants. Pour avoir fait beaucoup de terrain dans des pays comme le delta du Niger, comme enfin voilà, à travers la planète, voir des gens extrêmement pauvres qui sont vraiment les perdants du système et qui sont laissés pour compte. Et puisque notamment un des projets de recherche dans lesquels j'ai été aussi, j'ai beaucoup travaillé avec le groupe Danone pour des projets liés au recyclage du plastique et à des projets d'empowerment de chiffonniers en Indonésie, Mexique, Argentine et Brésil. Je me souviens d'une conversation poignante avec un Pemulung, un chiffonnier à Jakarta, qui me disait, vous savez, il y a certains quartiers de la ville de Jakarta qui sont interdits au Pemulung, alors qu'en fait, les chiens circulent, ce qui veut bien dire qu'on est considéré comme moins que des chiens. Et ça nous renvoie à cette reconnaissance de ceux qui sont laissés hors du système, qui sont ceux que le pape François désigne comme étant les victimes de cette culture du déchet, au sens propre et au sens figuré. Donc ça, c'est ce deuxième principe, ce soin, les anglo-saxons disent le care, et qui rejoint aussi la notion de santé planétaire en disant comment relier la santé des écosystèmes, la santé des animaux et évidemment la santé des personnes, le respect de chaque personne. Puis le troisième critère rejoint ce qui était évoqué de la question des processus démocratiques pour inclure des parties prenantes. Alors il y a des philosophes politiques, notamment une femme qui s'appelle Nancy Fraser, une autre qui s'appelle Iris Young, et une troisième, que des femmes, qui s'appelle Christine Schrader-Fréchette, qui ont proposé un critère de ce point de vue-là qu'elles appellent le All Affected Principle, principe des affectés, en disant comment faire en sorte que les personnes ou les êtres affectés par des décisions puissent contribuer à des décisions ou être représentés pour des décisions qui les concernent. Et ça, c'est vraiment donc très lié au principe de la subsidiarité dans la pensée sociale de l'Église. Et juste pour donner aussi un exemple, alors que juste pour illustrer des choses que nous savons tous, mais parfois ça aide de se remettre quelques chiffres en perspective. J'aime bien prendre l'exemple de la filière du textile habillement, parce que je trouve qu'elle permet de conjuguer, enfin d'entrer dans cette pensée complexe qui est vraiment nécessaire. Je pense que nous avons aussi en mémoire le drame du Rana Plaza qui a eu lieu en mai 2013, l'effondrement au Bangladesh d'ateliers dans lesquels essentiellement des femmes fabriquaient des vêtements. Et donc il y a 1200 couturières qui sont décédées dans cet effondrement des ateliers qui fabriquaient des vêtements que nous achetons dans toutes les enseignes que sont, et là je les nomme mais c'est une liste non exhaustive, Benetton, Mango, H&M, Gap, etc. Et bon, évidemment, vu le nombre de personnes, voilà, ce drame, ensuite, il y avait eu toute une réflexion à l'échelle internationale pour se dire comment est-ce qu'on essaye de faire en sorte que ces drames puissent ne plus avoir lieu. Et notamment le collectif, en France, le collectif d'ONG L'éthique, qui était regroupé sous le titre Éthique sur l'étiquette, avait calculé un peu sur la chaîne de valeur que quand on achète un chemisier à 29 € dans nos enseignes de grande distribution, donc en France, eh bien il y a 18 centimes d'euros qui vont à la couturière du Bangladesh. Donc on voit bien ce problème de chaîne de sous-traitance et des responsabilités d'ailleurs qui sont pas évidentes à regarder, puisque on a des maisons donneuses d'ordre qui ont un lien direct avec des sous-traitants qui eux-mêmes sous-traitent, et on a jusqu'à des chaînes de sous-traitance de rang 7, 8, 9. Voilà. Alors, il n'empêche que voilà, la réalité est là. Et puis pour ajouter un peu de complexité, on sait que les vêtements, aujourd'hui, on est dans une surenchère avec l'ultra fast fashion, dont on a quand même pas mal parlé en France. Je dois dire que l'ADEME a aussi joué un rôle courageux pour interpeller sur des chaînes de valeur qui sont proprement insoutenables. Et aujourd'hui, il y a à peu près, d'après les estimations, 130 milliards de vêtements qui sont fabriqués chaque année. Et d'après ce que j'ai lu comme estimation, sur les 130 milliards de vêtements qui sont fabriqués, 100 milliards seulement sont achetés. Ça veut dire qu'on a 30 milliards de vêtements qui vont directement dans des décharges, notamment dans des pays comme le Ghana, qui se font un peu payer pour pouvoir accueillir ces décharges. Donc, et quand on sait qu'il faut entre 7 000 et 10 000 litres d'eau pour fabriquer un jean, et on pourrait donner plein d'autres exemples, on voit bien les aberrations d'un point de vue pollution,
d'un point de vue, voilà, problèmes environnementaux, problèmes économiques, sociaux. Et en même temps, on sait bien qu'il y a en France, il y a des magasins qui ferment parce que ils font moins de chiffre d'affaires, parce qu'il y a quand même des gens qui choisissent d'acheter un peu moins de vêtements. Et encore un chiffre que j'ai pas donné, c'est qu'il y avait une sociologue, Juliette Shore, qui avait fait une enquête aux États-Unis il y a quelques années. En moyenne, chaque Américain achète chaque année 70 vêtements et 7 paires de chaussures. Et en France, des chiffres plus récents, c'est c'est la moitié, je crois, 35 vêtements et 4 paires de chaussures. Mais à mon avis, avec Shein et d'autres, voilà, ces marques d'ultra fast fashion, c'est très possible que ça augmente. Voilà. Donc là encore, il y a une vraie question, se dire quelles sont les responsabilités, et si je paraphrase le langage des COP, les responsabilités communes et différenciées de différents types d'acteurs. Ça nous renvoie évidemment à la question de la responsabilité des personnes qui sont en situation d'instigation. Et là, je reprends les travaux notamment du théologien Matthias Nebel, qui avait écrit sa thèse sur la catégorie morale de péché structurel il y a une vingtaine d'années, et qui invitait à distinguer la responsabilité par instigation, la responsabilité par collusion et la responsabilité par omission. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant pour nous, parce que selon les casquettes que nous avons dans nos vies quotidiennes, nous pouvons agir par omission, parce que je pense que beaucoup d'entre nous ont les moyens de ne pas acheter ces vêtements, donc ont les moyens de savoir comment des vêtements sont produits en respectant un certain nombre de critères socio-environnementaux. Mais il y a aussi des personnes pauvres qui achètent des vêtements à bas prix parce qu'elles peuvent pas faire autrement. Et donc la responsabilité, elle n'est pas du tout la même en fonction aussi du niveau de vie que nous avons. Et puis c'est pas tout à fait la même chose de choisir de ne pas acheter certains produits que de contribuer par son action, parce qu'on travaille dans un groupe qui soit continue à faire perdurer des logiques insoutenables. Et puis c'est pas tout à fait la même chose d'être aussi en situation dite d'instigation, d'être vraiment à la manœuvre et d'avoir la capacité de contribuer à changer les règles du jeu. Et je pense que comme acteurs financiers, les uns et les autres, à titre divers, il y a des bonnes questions à se poser pour se dire quelle est ma responsabilité peut-être plus directe, avec quand il y a un lien de cause à effet entre ce que je fais là où je suis, avec aussi des effets que je peux directement mesurer, parce qu'un lien de cause à effet entre mon activité et les effets que je peux calculer, mesurer très directement. Et puis il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous sommes avec des responsabilités partagées avec d'autres acteurs vis-à-vis d'un certain nombre d'éléments de nos systèmes capitalistes financiarisés court-termistes, à l'égard desquels, tout seuls, nous ne pouvons rien faire. En revanche, c'est intéressant de se demander comment, à quel niveau se situent les responsabilités des acteurs de ces chaînes de valeur mondiale. Et en se disant quels sont les acteurs qui vont pouvoir jouer un rôle déterminant pour contribuer à alerter et à faire leur part pour pouvoir transformer des règles du jeu. Et là, je trouve que c'est une très bonne question à se poser au sein des milieux financiers, en se disant voilà, chacun là où il est. Et je parle aussi, alors moi, sœur Cécile, participant, partie prenante d'une congrégation qui fait des choix en matière d'investissement socialement responsable. Il y a quelqu'un dans la salle qui gère les fonds de ma congrégation. Il y a un vrai sujet, se dire quels critères nous nous donnons, qu'est-ce qui vraiment fait sens pour nous au regard de ces enjeux de transition juste, et ne pas nous voiler la face sur le fait que nous pouvons être complices en fait de ce mal et de ce péché structurel. Et je dois dire que c'est régulièrement, je me dis, et dans nos vies quotidiennes, nous voyons que nous sommes complices à divers titres de ces structures à l'égard desquelles il est très difficile de se mettre à distance. Et ça veut bien dire que plutôt d'occulter cette réalité-là, dire comment, comme chrétiens, collectivement, nous aurons cette lucidité, ce courage qui va nous permettre aussi de nous dire il y a des choses à faire là où nous sommes, et nous ne sommes pas responsables de tout, mais nous pouvons au moins essayer de partager un diagnostic peut-être plus exigeant et plus courageux que bien souvent un discours assez bien pensant, je trouve, mais qui est un peu général et qui évite parfois de se poser des questions dérangeantes sur nos manières de regarder les responsabilités qui sont les nôtres. Et c'est pour ça que moi j'avais d'abord il y a 20 ans, à la fin de ma thèse, essayé de résumer ce que je voyais comme un peu enjeu,
Et c'est vrai que j'avais beaucoup de mal avec l'idée qu'on fasse de moi l'experte de la RSE, au sens de responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, parce que précisément, je trouvais que le discours dominant sur la RSE était un discours très insuffisant. Et là, je sais que j'en vois parmi vous, sont intimement convaincus que en fait, les éléments, ce qui est le cœur du problème, c'est de faire converger les logiques financières et extra-financières. Alors, j'ai trouvé une manière de parler de ces enjeux depuis 2-3 ans, en subvertissant le S de RSE, et de parler plutôt de responsabilité systémique de l'entreprise, en invitant justement, en parlant de responsabilité systémique, et là je ne peux pas vous montrer, j'ai une belle diapo qui essaye de prendre en compte ces responsabilités donc communes et différenciées des entreprises, en disant il s'agit d'une responsabilité économique et financière, donc à quelles conditions créer et partager la valeur de manière plus juste et équitable. Et donc ça veut dire se poser des questions en termes de choix d'investissement, mais aussi en termes de fonctionnement de normes comptables, en matière de fiscalité, en matière d'écart des rémunérations, non seulement dans l'entreprise, mais au long des chaînes de valeur. Et là, ça va rejoindre aujourd'hui toute la question de la double matérialité. Alors, je pense que pour beaucoup, la question de CSRD occupe, et je trouve que c'est pour être dans le comité des parties prenantes de EDF et Michelin, voilà, je trouve que c'est très intéressant de voir comment on arrive à essayer de regarder non seulement les risques pour la finance, mais aussi les risques que fait peser la finance sur la santé des écosystèmes et des personnes. Voilà, donc responsabilité économique et financière, responsabilité sociale vis-à-vis des salariés, mais on pourrait l'élargir à la question, et c'est bien celle posée par le devoir de vigilance, des chaînes de sous-traitance, responsabilité ensuite sociétale et environnementale vis-à-vis des parties prenantes dans les territoires dans lesquels les entreprises exercent des activités, et enfin responsabilité politique au regard à rebours du lobbying pour des intérêts souvent particuliers à court terme, un plaidoyer pour un changement des règles du jeu au bon niveau et une responsabilité politique des dirigeants pour pouvoir aussi, dans des différents secteurs d'activité, dire que je me souviens d'une discussion avec le gérant de Michelin à l'époque, Michel Rollier, qui sur les prix de transfert m'avait dit, mais oui, nous on fait de l'optimisation fiscale parce qu'on se tirerait une balle dans le pied si on n'en faisait pas, mais c'est vrai que ça convient pas et que il y a cette responsabilité politique des dirigeants à assumer au regard de la lutte contre l'évasion fiscale, mais aussi l'optimisation fiscale dommageable. Voilà. Et donc, ce cadre de responsabilité systémique de l'entreprise, si on le met dans le donut, si on peut dire, c'est dire comment tous ces efforts du monde financier, du monde économique pour créer, partager la valeur de façon à respecter ce plancher social et ce plafond environnemental, c'est aussi se dire, et là je reprends l'expression qui a été utilisée par les entreprises du CAC 40 l'année dernière dans le rapport ETE été 2030, la étape pour la transition écologique 2030. Donc le EPE a fait un rapport dans lequel le terme de sobriété était placé au cœur de la réflexion et la question d'une économie du donut. Et ce qui était à plusieurs endroits martelé comme souci pour le monde de l'entreprise, c'était de dire comment favoriser une gouvernance de la sobriété. Gouvernance de la sobriété qui implique que les entreprises puissent travailler avec les pouvoirs publics, avec différents types d'acteurs pour pouvoir favoriser cette gouvernance collective. Et du coup, ça m'amène rapidement, parce que pour qu'on ait un peu quelques temps d'échange et de questions, pour que vous puissiez dire comment vous voyez les choses, on pourrait dire d'un certain côté que certes, la finance s'exerce, on pourrait dire contre la transition juste, au sens, et là je reprends des travaux de chercheurs en sciences de gestion, qui ont beaucoup insisté sur les effets pervers de la grande accélération du point de vue de la finance, de nos économies, dans lequel on voit bien qu'il y a une compression de l'espace et du temps, et que là, c'est le rôle aussi des robots de trading et autres, et l'IA aujourd'hui, qui favorise donc cette compression de l'espace et du temps, qui touche notamment le monde de la finance, et qui du coup est en grande tension avec la réalité de la vie des écosystèmes, du respect de la biodiversité, et du fait que du coup nous allons vers la 6e extinction des espèces, parce que nous n'arrivons pas à accorder les temps. Et donc, il y a un vrai sujet là-dedans, c'est comment essayer aussi de prendre le temps nécessaire de la réflexion et pour faire en sorte que cette finance soit vraiment au service de l'économie réelle
Et puis, voilà, on voit bien le caractère insoutenable des pratiques dans un certain nombre de secteurs. Je ne détaille pas, mais là, j'étais dans un jury de thèse il y a aussi 18 mois d'une étudiante qui était à la fois en droit et en géographie sur la question du cuivre au Chili. Je regarde Olivier qui a aussi travaillé sur ces sujets-là, et c'était impressionnant de voir la complexité, parce qu'on sait qu'on a besoin du cuivre pour assurer la transition énergétique de nos sociétés, pour l'électrification des usages, mais le Chili, qui est le premier producteur de cuivre au monde, a aussi des gros sujets en termes de stress hydrique, qui fait qu'il y a quelques années, à un moment donné, le gouvernement a choisi d'arrêter l'exploitation du cuivre pour favoriser l'accès à l'eau potable pour les populations du Chili et pour l'agriculture vivrière. Voilà, les entreprises disent que la solution, c'est la désalinisation. Et quand j'en parle, pour l'instant, la désalinisation utilise essentiellement des énergies fossiles. Et quand on en parle avec des physiciens ou autres, ils disent ça, pour certains, c'est la fausse bonne idée. En tout cas, on ne peut pas dire que tous les problèmes vont être résolus parce qu'on va désaliniser à grande échelle. Donc, ça pose bien la question des contraintes, voilà, et du fait que c'est extrêmement complexe. Voilà, juste pour donner cet exemple-là, ce qui veut bien dire qu'il y a un vrai sujet pour faire droit à la notion de sobriété, c'est-à-dire la question de la décroissance des volumes de production et de consommation dans un certain nombre de secteurs insoutenables. Et ça, voilà, je crois que c'est des débats. Alors, quand on parlait de ce genre de sujet il y a 20 ans, moi, on me disait c'est de gauche. Alors, je disais non, mais c'est pas de droite ou de gauche. Question de lucidité vis-à-vis des tensions qui traversent nos modèles économiques. Là, ce qui est très heureux, c'est que ça traverse les débats justement au niveau des COMEX, des grands groupes et autres, pour se dire, et malheureusement, ça reste quand même un chiffon rouge pour un certain nombre d'entreprises de biens de grande consommation ou autres. Mais il y a un vrai sujet, c'est comment revisiter les modèles d'affaires, la stratégie de ces grands groupes pour les faire évoluer, pour les rediriger vers une création de valeur économique et financière qui soit vraiment dans le donut. Voilà, alors comme le temps passe, je crois que je vais passer sur, bon, j'avais un certain nombre de chiffres, mais je pense que, en fait, vous les connaissez mieux que moi. En tout cas, je prends aussi les travaux, par exemple, de la TCFD, la Task Force, mais ça, je pense que Mireille Martini en avait parlé, d'ailleurs, beaucoup mieux que moi, sur la manière dont ces instances soulignent que la plupart des entreprises ne déclarent pas ce qu'elles devraient. Ce qui est aussi, là, je pense que la bonne nouvelle de la CSRD, pour pas que ça devienne encore une usine à gaz, c'est que ça permette véritablement d'avoir un bon niveau d'information sur les risques, à la fois les risques pour la finance, mais les risques pour nos sociétés. Voilà. Alors, pour arriver aussi à conditions d'une finance au service de la transition juste, je vais donner l'un ou l'autre axe que je perçois, mais je vais donner aussi un peu un instrument de réflexion qui m'a beaucoup aidé depuis 7 ans, depuis que je l'ai découvert. C'est une approche prospective qui a été développée par Bill Sharp, qui est l'ancien patron de la recherche du groupe HP, dont j'avais découvert les travaux et cette approche des 3 horizons quand j'étais au Schumacher College, qui est une petite institution en Angleterre, qui malheureusement vient d'annoncer la fermeture, mais qui a beaucoup aidé, je pense, des générations d'étudiants, de professionnels à réfléchir justement aux façons d'articuler les questions écologiques, économiques, sociales et spirituelles. Et Bill Sharp, dont j'avais eu la chance de pouvoir participer à des formations au Schumacher College il y a 7 ans, propose une réflexion avec 3 horizons, H1, H2, H3, dont il dit c'est 3 horizons temporels, mais aussi 3 manières de regarder le moment présent. Dit, et à chaque horizon correspond une posture. Dit le H1, c'est le business as usual, la posture, en gros, du manager, de celui qui doit payer des salaires à la fin du mois. Et ça, en un sens, là aussi, je regarde Grégoire qui est dans la salle, qui était co-dirigeant du campus jusqu'à une date récente. Quand on est co-dirigeant, ou pour moi présidente du campus, et qu'on sait qu'il va falloir verser des salaires, et je regarde aussi Dorothée, qui était trésorière du campus, qui est là, c'est-à-dire à la fin du mois, on a beau avoir un projet voilà, extrêmement ambitieux pour aider à transformer l'enseignement supérieur et aider des responsables à changer leur manière de faire, on est nous-mêmes pris par ces contraintes à court terme. Donc ça, le H1, c'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, le niveau d'exigence réglementaire qui est là, et le fait, voilà, qu'on est marqué par cette donne-là.
Puis il y a le H3. H3, c'est là où je me projette. Et donc ça, c'est plutôt la figure du visionnaire, celui un peu qui voit vers où il serait bon d'aller. C'est souvent la posture du militant. À la fois, c'est le militant, le visionnaire, celui qui va dire « mais oui, on n'y est pas du tout » et alerte. Parce que si on ne veut pas être dans une situation, ce que dit le secrétaire général de l'ONU, nous avons le choix entre le suicide collectif et la coopération. Voilà, comment faire en sorte de ne pas, ensemble, être dans des logiques proprement mortifères et insoutenables, ce qui est en train de se passer. Donc le H3 nous invite à nous demander quel est le futur. Alors, il y a la question du futur probable, et là, les travaux du GIEC, de l'IPBES, tous les chercheurs nous disent, malheureusement, les climatologues le répètent, il y a une probabilité faible mais réelle d'emballement. Et je crois qu'on est déjà en train de le voir au niveau de l'Arctique, de la fonte des glaciers, la fonte du permafrost, etc. Donc, voilà, il y a ces futurs probables, mais il y a aussi, on pourrait dire, dessiner des futurs souhaitables pour nos sociétés, c'est-à-dire comment aussi ne pas être uniquement à nourrir l'éco-anxiété, notamment des générations plus jeunes, mais aussi favoriser un regard sur ce qui serait, voilà, une société désirable. Et entre les deux, on pourrait dire que le futur, il y a la question du futur possible, comment, avec les contraintes de nos économies, de là où nous sommes aujourd'hui, et en étant lucide sur aussi les aspects géopolitiques et autres, sur le fait que beaucoup d'acteurs ne veulent pas changer, qu'est-ce qui est possible? Vers quoi se diriger collectivement? Qui peut orienter nos actions. Et du coup, il y a du point de vue du discernement éthique, un vrai discernement sur cette H3. Et on dit, parfois, il y a l'accord de Paris sur le climat qui fixe un certain niveau d'ambition, mais ce H3 en termes de chiffres, on voit bien que les chiffres, pour certaines personnes, ça ne fait pas rêver. Donc, comment est-ce qu'on le traduit aussi en manière de vivre? Et il y a, je pense, en France, on a la chance d'avoir, il y a eu le plan de transition, le PT de Jean-Marc Jancovici et le SHIFT qui a fait travailler ses ingénieurs pour essayer le PT, EF, voilà. Voilà. Et puis, on a aujourd'hui, en espérant qu'ils ne disparaissent pas, le secrétariat général à la planification écologique, qui joue un rôle extrêmement important aussi pour essayer de réunir des acteurs divers et se dire comment est-ce qu'on avance. Donc, en France, on a la chance d'avoir des gens qui essayent de projeter dans un horizon et de se dire que c'est possible de faire des choses. Et à l'échelle internationale, il y a beaucoup d'initiatives qui ont lieu aujourd'hui pour essayer de réfléchir différemment. Et il y a un vrai sujet pour aider, pour accompagner les grands groupes et tous ceux, en fait, qui drive, c'est pas bien dit, qui poussent, qui orientent nos économies mondialisées pour changer les choses. Et donc, voilà, il y a ce sujet-là du H3, se dire vers où on va aller, et puis, donc, le H2, et Bill Sharp invite à se demander si ce qu'on envisage comme trajectoire H2, qui est vraiment le rôle des entrepreneurs, des stratèges, c'est se dire comment on passe du H1 au H3, mais se demander en permanence, et ça je pense que ça nous renvoie à un vrai discernement spirituel, éthique, politique, c'est de se dire est-ce que c'est du H2-, est-ce que c'est du greenwashing, ce qu'on dit vouloir faire, ou est-ce que ce sont réellement des trajectoires qui sont transformatrices. Voilà, et du coup, je trouve c'est très intéressant. Alors, au campus, on avait essayé assez régulièrement de nous dire, voilà, en fait, quel est notre H3 à quelques années, vers où est-ce qu'on a envie d'aller? Et puis, quelles sont les trajectoires pour y aller? Et je pense que ça, ce sont des bons exercices de prospective à faire en se demandant précisément qu'est-ce qui dépend directement de tel ou tel acteur, mais qu'est-ce qui suppose aussi de mener des bons combats avec d'autres pour changer les règles du jeu, pour éviter qu'on s'épuise ou en fait qu'on soit dans des logiques de greenwashing. Et du coup, juste pour donner quelques exemples, il me semble que ça suppose cette réflexion sur comment est-ce qu'on oriente clairement les investissements vers des secteurs cohérents. Et là, je reprends une étude de 2017 qui montrait qu'aux États-Unis, $1 million investis dans les énergies fossiles crée 2 à 3 ETP, alors que la même somme investie dans les énergies renouvelables crée 7 à 8 ETP. Donc, il y a aussi une bonne réflexion à mener en termes de, voilà, qu'est-ce que ça veut dire aussi en termes de création d'emplois. Donc ça, c'est une étude que j'ai trouvée dans l'ouvrage de Cameron et Pratico, qui est The New Corporate Climate Leadership. Pour ceux que j'ai trouvé un livre intéressant que j'avais trouvé dans une librairie à Oxford il y a 2 ans. Et puis, voilà. Et puis, l'Agence internationale pour les énergies renouvelables estime à 110 000 milliards de dollars les montants à investir nécessaires d'ici 2050 au niveau mondial. Alors après, je pense que là, vous baignez beaucoup plus dans ces chiffres
mais qui sont à chaque fois, je trouve, on n'arrive tellement pas à se représenter ce que ça veut dire que, voilà, en tout cas, c'est des sommes considérables. Donc, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour orienter les investissements, voilà, sachant qu'on sait qu'il faut un minimum d'énergie fossile, mais quand il y a une large part dont il faut se désinvestir, et puis soutenir l'aide au développement international. Et je dois dire, pour mettre les pieds dans le plat aussi de discussion, à mon sens, on n'a pas du tout suffisamment vis-à-vis des enjeux sociaux, vis-à-vis des enjeux des migrations, se dire comment est-ce qu'on fait pour aider les pays du Sud enfin, sur les questions d'atténuation et d'adaptation. Et que là, voilà, on a difficilement arrivé à abonder ce fonds de 100 milliards qui avait été décidé à la COP21. Et en fait, il en faut beaucoup plus d'argent pour aider les pays des Sud et les personnes et les sociétés les plus vulnérables. Ça nous renvoie quand même aussi à ce que nous pouvons faire à différentes échelles. Et donc, ça renvoie au plaidoyer pour le changement des règles du jeu. Et je vais terminer là-dessus sur cette question de la gouvernance de la sobriété qui invite donc à des coalitions d'acteurs. Et je termine juste en disant qu'il me semble qu'en permanence, et je reviens à ce que Max Weber appelait l'éthique la double éthique de conviction et de responsabilité. Et c'est pour ça, voilà, j'ai dit un certain nombre de choses avec un regard qui aussi prend enfin un pas de côté ou qui regarde les choses avec un peu de recul par rapport à ce que vivent de l'intérieur des acteurs du monde de la finance. Et je pense que c'est absolument déterminant que ceux qui sont dans ce monde-là arrivent à sortir des logiques uniquement de ce monde et pour voilà éclairer les discernements à faire et en se disant il y a le niveau des convictions, le niveau de la lucidité sur ce que nous sommes en train de vivre et puis ensuite il y a évidemment cette question de la responsabilité sachant que nous savons bien que tout le monde ne veut pas aller dans le même sens et que du point de vue spirituel, je pense qu'il y a d'énormes combats spirituels à mener et du coup on peut espérer que les chrétiens soient en première ligne pour être courageux, pour essayer d'être stratège, et comme dit Jésus dans l'Évangile, être aussi doux comme des colombes, mais rusés comme des serpents, au sens de dire comment est-ce qu'on fait pour essayer de faire bouger ce monde de la finance qui nous mène quand même pour l'instant largement enfin, sur des trajectoires qui ne sont pas du tout les bonnes trajectoires. Et donc là, je pense que c'est une invitation simplement pour chacun de nous à faire cet effort d'introspection, de revenir à nos sources spirituelles et à nous dire, mais voilà, là où je suis, à quoi suis-je appelé, et se disant que personne ne peut faire tout seul. Donc c'est aussi comment travailler avec d'autres. Et moi, je dois dire, ce qui me fait vivre tous les jours, c'est d'être dans un projet qui me pousse, d'avoir la chance de pouvoir travailler avec certains d'entre vous, avec des personnes qui ont des compétences et une expérience, une expertise que je n'ai absolument pas. Et je pense que c'est en essayant de travailler ensemble qu'on pourra essayer de rendre le monde un peu plus soutenable. Et en tout cas, de lui donner beaucoup de sens et donner des raisons d'espérer aux jeunes, aux plus jeunes générations. Et ça, qui en ont énormément besoin. Et voilà, et je crois, et pour terminer juste avec un petit appel, pour ceux qui voudraient un peu aussi soutenir ou aider le campus, on a un magnifique projet, mais justement qui n'est pas viable, parce que nous savons qu'il est forcément hybride, parce que quand on travaille pour essayer de former notamment accompagner des enseignants-chercheurs, des équipes de direction dans l'enseignement supérieur ou des étudiants, et en essayant en sorte aussi d'accueillir des jeunes plus défavorisés pour pas être uniquement dans nos bulles de personnes très privilégiées, ben c'est pas ça qui permet qui fait cracher un retour sur investissement. Voilà. Donc, en fait, on a vraiment besoin de soutien. Et je parle du projet du campus, mais il y a d'autres projets en ce moment associatifs qui périclitent parce qu'il n'y a pas le soutien suffisant, ni public, ni privé. Et voilà, donc c'est un petit cri d'appel à l'aide parce qu'en fait, on n'est pas sûr de pouvoir passer l'année 2025. Voilà, je termine là-dessus pour dire que si certains veulent contribuer, ils sont les bienvenus. Et puis, je pense qu'en plus, il y a plein d'autres belles choses à faire. Voilà, et maintenant, je propose un temps de questions-réponses pour les un quart d'heure qui reste, je crois, avant de... Oui. Un modèle économique d'avenir, et je voudrais vous dire deux choses. La première, c'est que pour moi, la formation,
C'est vraiment la première brique de la cathédrale. Former les managers, former les dirigeants. On ne sait pas ce qu'on ignore. Donc c'est hyper important de se former à la transition écologique parce que les leviers accélérateurs sont là. Et deuxième chose, c'est que la finance, pour moi, c'est un aqueduc. Un aqueduc pour guider vers l'économie de demain, vers une économie qui prenne en compte les limites planétaires et les planchers sociaux. Donc voyons avec espérance cette finance qui est un moyen de former en copédeutique des séminaristes, qui est un moyen de porter notre monde vers le futur souhaitable. Voilà. Merci. Et alors, comme je dois répercuter ce que vous venez de dire pour les personnes qui sont en ligne. Donc, vous travaillez dans le monde de la finance, aujourd'hui dans un cabinet, et faites écho notamment des réflexions que vous avez pu partager à Oxford récemment en disant que finalement, il y a deux choses absolument clés. La formation des managers et des dirigeants sur ces enjeux de transition, et puis la finance, pour reprendre vos paroles, comme un aqueduc pour orienter l'économie de demain. Je voulais vous poser une question. Pascal Vanacker, je suis aux EDC. Je voulais poser une question sur l'intelligence artificielle parce que on entend dire que ça consomme des niveaux, des quantités d'énergie absolument considérables. Et si je me réfère à ce que dit Kanchovichy, chaque fois qu'il y a un progrès technique important, là, c'est même pas pour substituer quelque chose à quelque chose, c'est nouveau point final. Mais les progrès techniques qui permettent de substituer un bien à un autre, par exemple, quand on a créé les voitures à combustion, ça a remplacé les charrettes. À chaque fois, il n'y a jamais eu de progrès techniques qui permettent de diminuer l'empreinte carbone générale. Donc, je voudrais avoir votre réponse, par exemple, sur l'intelligence artificielle et la consommation que ça va engendrer en... Donc, la question, oui, est-ce que normalement, on vous a entendu, je pense, en ligne, puisque vous avez pris le micro, donc c'est bon. Alors, j'en suis, je pense, là, je suis en train de lire une quinzaine de bouquins sur l'intelligence artificielle pour essayer d'avoir des éléments de réflexion appropriés aussi à un cours, d'ailleurs, que je dois donner à l'école des mines cette année. Je me dis, bon, comment parler de façon pertinente des questions du juste rapport à la technologie. Alors, au campus, on a une tendance à être quand même dans une certaine techno-critique pour souligner ce que vous venez de dire, le fait que les techniques sont peut-être des solutions, mais que le technosolutionnisme ne va pas résoudre les problèmes de l'humanité et les problèmes de la planète. Donc, je crois qu'il y a aussi à vraiment, je dirais, pour moi, c'est déjà un élément de discernement très fort aujourd'hui. Quand on voit aussi les sommes qui sont investies dans l'IA, beaucoup plus que dans la transition écologique, ce qui est quand même dramatique, on voit bien, et que c'est la fuite en avant, là, et en fait de compétition ensuite entre les États-Unis et la Chine, où l'Europe péniblement essaye de pas être complètement à la ramasse, mais du coup manque de temps aussi pour réfléchir à ce qui est vraiment utile et ce qui est très dangereux. Voilà. Alors il y a des personnes comme Fabrice Flippo aussi, enfin tous ceux qui sont un peu experts, Guillaume Pitron et autres, soulignent les dangers écologiques liés à cet usage de l'IA à tous azimuts. Donc bon, ça c'est un vrai sujet, mais malheureusement là aussi, quand on voit comment on est dans une espèce de déferlante à l'égard de laquelle, à vrai dire, moi je vois bien qu'on est assez démunis, c'est-à-dire comment faire en sorte que un certain nombre d'acteurs prennent des décisions raisonnables vis-à-vis de tout ça. Alors ce serait peut-être se dire quels sont les secteurs d'activité. Je pense qu'on se dit bien que dans le domaine de la médecine et de la santé, il y a un certain nombre d'innovations qui utilisent l'IA qui sont vraiment très pertinentes. Et puis, il y a aussi énormément d'innovations. Moi, j'ai un frère militaire qui m'avait envoyé des éléments sur ce qui est dans le domaine militaire, mais c'est absolument effrayant. Mais malheureusement, là aussi, même les militaires sont obligés d'être au courant de ce qui se fait, de ce qui s'essaye. Bon, enfin, donc voilà, là, il y a une énorme alerte à mener au niveau international, mais bon, enfin, voilà, je me dis comment est-ce que les acteurs financiers jouent un rôle, des coalitions pour alerter sur le fait que essayer de faire des boycotts d'un certain nombre d'investissements dans des secteurs vraiment dommageables. Je pense qu'il y a, alors après, des gens comme Fabrice Flippo, je ne sais pas si c'est dans son dernier livre, mais il disait il y a certaines analyses qui montrent qu'à un moment donné, il va y avoir un plafond. Parce que quand même, quand on voit ces éléments en termes de stockage des données, etc., et c'est absolument exponentiel, jusqu'où est-ce qu'on va pouvoir vraiment aller?
Et donc peut-être que là, on va être rattrapé justement par la finitude. Mais on pourrait espérer de ne pas attendre d'être vraiment face au mur et avec des catastrophes énormes pour se doter d'instruments de régulation, pour se dire, ben voilà, comment est-ce qu'on oriente l'IA d'une manière qui est vraiment pertinente et choisie. Mais là, vraiment conscience du décalage entre la conviction et ce qu'un raisonnement éthique en fait amène à concevoir. Et puis alors les voitures ou les avions autonomes, mais ça fait frémir. Et là, je vous renvoie à un petit livre passionnant d'un dialogue entre Laurent Bibard, professeur à l'ESSEC, philosophe, et un informaticien, qui souligne comment, en fait, ce qui fait le propre de l'homme, justement, c'est sa vulnérabilité et donc aussi sa capacité d'adaptation sans que ça soit programmé en cas de détresse. Et il reprend, par exemple, l'amérissage sur l'Hudson, qui a donné lieu à un film, dans lequel celui qui était le pilote, en réalité, il a fait tout ce qui était considéré comme étant pas du tout les bonnes procédures en cas d'urgence. Et il l'a fait avec de l'intuition, et c'est ça qui a sauvé la vie de tous les passagers de l'avion. Et dire, si on commence à voir uniquement des avions ou des voitures qui sont en pilotage sans humain, en fait, on va au-devant d'accidents faits parce que tout n'aura pas été programmé. C'est aussi une bonne manière de réfléchir à ce qui parfois semble être des bonnes solutions pour plus d'efficacité, mais qui en réalité ne fait pas droit à quand même l'exception humaine et ce qu'est l'humain fondamentalement. Oui, bonjour. Bertrand Petit, nos cherche. Merci pour cet exposé très juste. Et en matière de justesse et d'espérance, comment on fait justement pour rester dans l'espérance? Et notamment, quand on entend toute cette voix qui dit suicide collectif, etc. Et en ce moment, on assiste, depuis 4-5 ans, un remplissage des cabinets de psychologues par les jeunes. Je vous parle pas du baisse de taux de natalité parce qu'on nous prône que le meilleur écolo, c'est celui qui n'a pas d'enfants, etc. Donc, comment rester dans un juste milieu et dans l'espérance, quoi? Oui, c'est la grande question. Alors, je vais juste mentionner un ouvrage que j'ai écrit l'année dernière avec Xavier de Bénazet, jésuite, qui est maintenant qui s'occupe de tout ce qui est programmation pour les retraites spirituelles à l'éco-centre spirituel du Châtelard, près de Lyon. Et Xavier était pendant 2 ans aussi dans l'écolieu du campus à aider donc à créer cet éco-campus. Et il reste d'ailleurs pour l'instant au CA de notre association. Et on a écrit tous les deux l'année dernière un ouvrage qui s'intitule « Rouvrir l'horizon », sous-titre « Manifeste d'espérance engagée face aux effondrements » et aux éditions de l'Emmanuel. Et avec Xavier, on s'était dit que précisément, c'était une demande qui nous avait été faite et que ça nous touchait de près parce que c'est vrai que nous sommes... Alors, lui, maintenant, beaucoup plus dans des milieux chrétiens, et avec des jeunes qui sont pour la plupart non chrétiens, mais qui ont une quête spirituelle, en fait, très grande, et qui sont très inquiets. Notre expérience, c'est que l'engagement concret aide énormément. C'est pour ça qu'on a appelé manifeste d'espérance engagée, et en se disant, il y a un va-et-vient entre notre espérance chrétienne soutient nos engagements, mais nos engagements aussi nourrissent l'espérance. Et je crois des engagements aussi très concrets. Quand on se met soi-même dans la question en se disant c'est possible en fait d'avoir une nourriture délicieuse et une nourriture végétarienne. Ça ne veut pas dire qu'il faille se passer complètement de viande, mais en fait l'expérience qu'on fait c'est que vraiment moi j'ai jamais mangé aussi bien qu'au campus et c'est végétarien. Voilà, et ça montre comment ça c'est un des gros enjeux, un des gros postes quand même de manger beaucoup moins de viande, beaucoup moins carné. Quand on se rend compte qu'on a pu passer plusieurs hivers dans un château, un très beau lieu mais très peu chauffé, et que les jeunes avec humour ont appelé ça l'opération Sibérie, en disant mais voilà on va s'entraider à réchauffer, d'abord réchauffer les corps plutôt que les espaces. Et puis moi je suis extrêmement frileuse. Mes sœurs, un des cadeaux qu'elles me faisaient régulièrement, c'est de m'offrir des chaussettes, même quand j'étais pas avant de créer le campus. On peut dire je suis quelqu'un qui résistait à plusieurs années dans un lieu très peu chauffé. Et en fait on voit bien qu'il y a des tas de choses à inventer et que le vivre très concrètement. Ça, et moi, de vivre avec des jeunes qui ont des périodes dans lesquelles ils se disent mais c'est foutu, qui sont tristes ou inquiets, mais dans lequel, le plus souvent, il y a une espèce de joie de vivre qui est là, qui est présente, parce que justement, on est ensemble, on avance ensemble, en se disant qu'en plus, on n'a pas tous les mêmes compétences.
Et ça, je dis souvent qu'au campus, un des enjeux, c'est relier les mondes. Il y a à la fois ceux avec lesquels je vis qui souvent sont dans une posture plus radicale au sens de être capable de prendre les problèmes à la racine dans la vie quotidienne et d'expérimenter tout ça. Mais on accueille aussi des personnes, et puis dans l'équipe du campus, il y a des personnes qui n'habitent pas sur place et qui, dans certains aspects de la vie quotidienne, vont pas forcément aussi loin du point de vue de l'empreinte carbone, mais qui vont aussi loin, voire plus loin, dans certaines autres dimensions de l'existence, dans la capacité, justement, et tout ce que vous pouvez faire aussi, d'aider, et ça, je pense, c'est pour un changement à grande échelle, à décrypter ce qui se passe aujourd'hui, décrypter les problèmes. C'est pour ça que moi, quand j'avais eu des amis qui m'avaient aidé à analyser les pratiques de prix de transfert d'une manière très technique, ça m'avait énormément aidé. Et du coup, ils avaient eu le courage, et il y en a l'un d'entre eux qui avait eu le courage dans l'ouvrage 20 propositions pour réformer le capitalisme, de ne pas prendre de pseudonyme, alors que la plupart des acteurs du monde de la finance qui nous avaient aidés prenaient un pseudo, en me disant, mais j'ai quand même envie aussi d'intervenir, pas au titre de mon entreprise, mais pouvoir dire des choses dans l'espace public. Et voilà, et je pense que ça, c'est une invitation à se dire que, voilà, cette espérance, elle se nourrit de nos engagements à plein d'échelles, et se dire qu'on n'est pas chrétien tout seul, on n'est pas humain tout seul, et qu'au fond, voilà, on peut vraiment s'entraider. Et qu'il y a, là, on voit bien comment le malin, le mauvais esprit s'en mêle pour diviser, pour faire, je trouve qu'on est dans une société qui se polarise. Moi, j'ai vraiment du mal avec, quand on caricature, par exemple, le campus en disant c'est de gauche, parce qu'il y a des gens très convaincus. Et de l'autre côté, des gens qui seraient avec, je sais pas, j'ai un neveu pompier aussi, ou un frère, voilà, militaire, et de se dire, ben voilà, après, il y aurait les gens de droite, les gens de gauche, et ces gens-là ne pouvant plus se parler. Enfin, je pense que c'est dramatique aujourd'hui, et que comme chrétiens, on a vraiment ce devoir de favoriser du dialogue, de la compréhension, des positionnements des uns et des autres, de dire que voilà, que tout le monde doit avancer. Et ça, voilà, on en crève dans notre société aujourd'hui de cette polarisation, y compris entre chrétiens. Et donc là, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire, pas se dire qu'il y a ceux qui seraient dans la bonne ligne et les autres non. Moi, pour avoir vu ça de près depuis 35 ans, je trouve que c'est dramatique. Pour ça que je suis très heureuse, enfin, voilà, qu'on soit avec des sensibilités ecclésiales qui puissent être un petit peu différentes et qu'on est tous dans le même bateau. Et ça, voilà. Et Jésus, la seule chose qu'il a faite aussi, enfin pas la seule chose, mais enfin, c'était la ligne conductrice de sa manière d'être, c'est de relier les personnes, de relier les mondes, de nous dire que on a besoin de tous, voilà. Et donc, voilà, j'interpelle un peu parce que je trouve que c'est dramatique dans l'Église de voir des gens qui se renvoient des étiquettes en disant qu'il y aurait voilà les bons et les mauvais cathos, et d'ailleurs de part et d'autre. Hein, et il faut absolument qu'on avance ensemble et à la hauteur de ces enjeux. Et que pour moi, c'est ça qui me donne l'espérance, qu'on peut arriver à dépasser certaines divisions. Bonjour, je suis Florent Courreau, je suis Rich Tech for Life qui travaille sur les comptabilités socio-environnementales et on admire beaucoup ce que fait le campus de la transition. Vous avez décrit, je crois, le passage d'un capitalisme de l'actionnaire à un capitalisme des parties prenantes avec un équilibre à trouver entre les deux, et je crois que c'est une tendance qui est à l'œuvre en ce moment et qu'on observe. Hein. Ma question est la suivante. Que répondez-vous à des gens qui vont vous faire un ordre de préséance un peu parmi ces parties prenantes en vous disant, bah, c'est simple, je fais d'abord le client, après je sais pas quoi, le fournisseur. On est à côté de l'Élysée, je vais me permettre de rappeler cette expression du en même temps, même si c'est pas ma préférée. Mais comment dire que ces parties prenantes, c'est un équilibre à trouver en même temps, à pied d'égalité, et comment vous expliquez ça? Comment est-ce qu'on peut essayer de sortir d'une logique de priorité qui simplifie les choses parce que les arbitrages sont déjà faits. Ouais. Mais voilà. Est-ce que vous avez des arguments là-dessus? Merci. Je dirais deux choses. Il me semble quand même que donner des priorités est utile dans la mesure, je regarde Olivier pour qui c'est un des chevaux de bataille, je sais, c'est se dire tout, ça rejoint le H2+, H2-. C'est-à-dire à tout mettre sur le même plan, on finit par être dans une usine à gaz du reporting extra-financier. Pour avoir pas mal travaillé aussi sur ces sujets, moi je me disais, et j'avais bossé un peu avec Alain Grandjean là-dessus il y a une dizaine d'années, pour se dire, au fond, parce qu'une entreprise m'avait demandé d'être dans un comité, de dire quelle est notre empreinte nette à la société. Et puis j'ai dit, mais en fait, si on commence à regarder ça, il faut regarder différentes échelles, à court et à long terme, et puis prioriser ce qui relève aussi du cœur de métier de l'entreprise et de ce qui a plus d'impact.
Donc pour moi, la priorisation, c'est pas en termes de partie prenante, c'est de se dire qu'est-ce qui a priorisé, ce qui fait vraiment une différence. Qu'est-ce qui, dans mon cœur de métier, a des effets les pires, les dommages les plus importants vis-à-vis de différents types de parties prenantes. Et c'est là-dessus, à mon avis, il faut travailler en priorité. Et c'est pour ça que, voilà, et c'est donc du coup, c'est-à-dire se mettre des priorités, mais pas en termes de on va servir d'abord les actionnaires, ça c'est tout le problème de la responsabilité fiduciaire, et puis après les autres, c'est-à-dire en fait, quels sont, et c'est bien la logique de la double matérialité, se dire quels sont les effets les plus importants de mon cœur de métier sur des parties prenantes et comment je vais jouer là-dessus, et donc en faisant en sorte que mes choix financiers soient au service de fait de pouvoir réduire les effets négatifs, les compenser et les éviter au maximum. Et pour moi, ça serait ça la logique à privilégier. Bonjour ma sœur, une dernière question. Je m'appelle Marc Bayet, je suis entrepreneur dans la finance depuis toujours et je travaille depuis plusieurs mois avec plusieurs associés sur un projet de coopération de plusieurs banques et assureurs qui ont une finalité finance à impact pour le développement de l'épargne retraite privée en France. Donc on est un peu sur la strate H3 et on essaye de faire le H2. Mais quand on va dans les banques et les entreprises, surtout quand on parle au middle management, on a l'impression que toute la charge mentale de toutes les questions de finances durables est axée sur le green, l'écologie planétaire, sans vraiment comprendre le lien avec le S de RSE, de ISR, le social, qui est un peu le parent pauvre en fait de la finance, alors que les deux sont liés. Comment est-ce que vous expliqueriez à un enfant de 6 ans en quoi c'est lié? Peut-être tout bonnement en se disant que si on mange de la nourriture empoisonnée, parce qu'il y a trop de produits chimiques, parce que elle est trop grasse, trop sucrée, et qu'elle crée justement, elle va créer des maladies et qui feront que la vie de ce petit enfant ne sera pas de bonne qualité. Et donc, que nous avons absolument besoin de soigner nos écosystèmes pour soigner les personnes, et qu'en même temps, au fond, nous savons que ce qui nous fait vivre les uns les autres, c'est les relations de bonne qualité les uns avec les autres. Et donc, derrière tout cela, et au fond, fondamentalement, le lien entre l'écologique, les enjeux de santé des écosystèmes, de santé du monde vivant, de santé des personnes se relient dans cette qualité des liens. Et là, du coup, j'évoque, juste pour terminer très brièvement, le travail moi que j'ai pu faire justement à la faveur d'abord du travail de thèse, qui était de construire un indicateur de capacité relationnelle. Et on a eu d'ailleurs un soutien de Mescart à un moment donné avec une de mes doctorantes pour travailler sur le S de l'ISR et se dire justement, c'est le parent pauvre. Les critères pour évaluer la dimension sociale sont très insuffisants. Et comment essayer de mettre en avant cette qualité des liens comme étant absolument clé. Et je pense pour moi, il y a une bonne manière de regarder si on crée et on partage de la valeur en respectant le donut, c'est de se dire c'est de la valeur, pas seulement économique et financière, mais de la valeur relationnelle. Et au fond, est-ce que justement le profit, il est au service de l'amélioration de la valeur relationnelle, c'est-à-dire de la qualité des liens entre les personnes, on va dire dans l'entreprise, dans le lien entreprise-partie prenante, et dans les territoires dans lesquels ces entreprises exercent leurs activités. Et du coup, voilà, nous, on a eu d'ailleurs un certain nombre de recherches, donc à la fois au départ dans le delta du Niger pour évaluer les effets de l'activité pétrolière sur le lien social, puis pour essayer de regarder donc les critères d'investissement socialement responsable en disant, et là on a un article dans la revue française de gestion sur, on a appliqué donc tout ça, et puis en ce moment on travaille aussi avec les congrégations Equicongretis, et du coup j'en profite pour faire une invitation pour ceux que ça intéresserait sur ce sujet. Il y a une petite journée à Forges organisée par Equicongretis au campus de la transition le 14 octobre. Et donc, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas, je pourrais donner un lien pour pouvoir s'inscrire pour cette journée. Et voilà. Et l'idée étant aussi de pousser à la fois Equicongretis, c'est certaines congrégations qui sont ensemble pour réfléchir à des critères d'investissement socialement responsable au sens de la transition juste qu'on vient d'évoquer, et puis en mettant au cœur cette dimension justement relationnelle. Voilà.
Et il me semble, moi je vous rejoins sur le fait que c'est décisif de regarder, c'est le plancher social aussi bien que le plafond environnemental. Et voilà. Je disais tout à l'heure, Sœur Cécile, que vous étiez une personne inspirante. Je rajoutais que vous êtes une personne stimulante. Vous avez stimulé dans la réflexion en nous partageant vos travaux de recherche et vos expériences terrain. Vous avez stimulé notre engagement parce que de fait, quand on vous écoute, on a envie de vous suivre et surtout de ne pas rester dans la réflexion et d'être dans une posture de commentateur de la situation et d'acteur du présent en étant dans les trois horizons. Et puis, vous avez stimulé aussi notre sens de la responsabilité, qui est importante pour les acteurs de la finance, pour les investisseurs, d'assumer vraiment notre responsabilité. Donc cette responsabilité, je retiens par instigation, par collusion, par omission. C'est des bons critères pour réfléchir où nous sommes positionnés dans notre responsabilité. Et enfin, vous nous avez stimulé dans notre espérance. Donc, merci infiniment, Sœur Cécile, pour cette excellente conférence de ce matin. Je vous rappelle à tous que vous pourrez dans quelques jours, je crois, revoir et réécouter la conférence de ce matin sur le site procléro.com ou sur le site de Radio Notre-Dame, qui est partenaire des conférences Procléro. Je termine en vous donnant quelques toutes petites informations. Vous savez qu'on développe à Paris le parcours de formation à la finance intégrale, même au-delà de Paris. Et je vous signale simplement que pour cet automne, les parcours sont pleins. Donc, il y en aura 3 à Paris et 1 à Asnières et Courbevoie. Et nous en ouvrirons d'autres au printemps prochain pour ceux qui souhaiteraient bien sûr les faire. Donc, ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres. On va aussi reprendre notre travail d'élaboration du guide pratique de l'investissement intégral. Je sais qu'on a fait une pause cet été. Voilà, donc on s'y est pas mis durant l'été, mais là on va reprendre le collier de ce travail d'élaboration et on vous tiendra au courant. Et je vous donne maintenant 2 dates à noter dans vos agendas. La prochaine conférence Procléro, le 10 décembre prochain, ici même, et nous aurons la joie d'accueillir Antoine Denoy, 39 ans, jeune PDG donc d'AXA Climat, filiale d'AXA qui est spécialisée dans la prise en charge des risques climatiques. Et Antoine Denoy témoignera dans cette conférence des prises de conscience qui l'ont amené à s'engager aujourd'hui de plusieurs manières sur les sujets en lien avec la transition écologique. Et voilà le titre qu'il avait voulu donner à sa conférence. Peut-on rêver de transformer la finance sans se transformer soi-même ? Parcours d'un jeune dirigeant. Donc réservez bien cette date car il va nous partager son cheminement personnel et qui est un cheminement très fort. Donc 10 décembre, ici même. Et puis vous pouvez aussi noter le 20 mai 2025 pour la 4e journée de la finance intégrale qui aura lieu au Théâtre de la Madeleine de 14h30 à 22h30. Donc le 20 mai 2025. Voilà, merci encore à Sœur Cécile pour sa conférence très éclairante, pour son engagement, et puis n'hésitez pas à soutenir le campus de la transition à Forges et à toutes leurs initiatives. Et puis merci enfin à vous tous pour votre participation, que ce soit en présentiel ou en webconférence. Bonne journée à chacune et à chacun, et au 10 décembre. Merci.